Bonjour à tous. Nous lançons une série sur la modélisation néo-keynésienne de l'économie. Nous allons détailler le modèle ISLM, puis le modèle de Mundell-Fleming qui intègre les échanges internationaux. Avant cela, cette première vidéo a pour but de rappeler le courant dans lequel s'inscrit le néo-keynésianisme et de prendre du recul sur la démarche de modélisation en économie. Comme pour toutes les vidéos qui suivent, nous avançons avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour Romain. L'économie n'est pas une science naturelle, mais une science sociale, donc le discours que portent des modèles économiques est évidemment indissociable du contexte historique et intellectuel dans lequel ils s'inscrivent. Bref, il faut prendre un peu de recul avant de se lancer tête baissée dans les équations ISLM. Alors Raphaël, on a coutume de dire que la pensée économique moderne naît au XVIIIe siècle, avec notamment Adam Smith, et ce qu'on a appelé le courant de l'économie classique. Est-ce que tu peux contextualiser un peu cette naissance ? En fait, il y avait bien avant Smith déjà beaucoup de réflexions stratégiques, industrielles ou financières, qui étaient notamment déployées pour l'administration des royaumes. Mais ce qu'il y a de très moderne chez Smith, c'est justement qu'il étudie l'économie en dehors de ses incarnations politiques. Il se concentre notamment sur le marché, dont le rôle régulateur peut remplacer selon lui le pouvoir politique. Alors, dans son œuvre principale, La richesse des nations, Adam Smith se pose une question qui va nous occuper dans toute la suite. Qu'est-ce qui fait la bonne santé d'une économie ? Exactement. Et il y apporte une réponse qui est très naturelle, mais assez différente de ce que nous en dirons. Pour Smith, la richesse des nations vient avant tout de leur capacité de production, c'est-à-dire de la quantité de capital et de travail qu'elles peuvent déployer pour produire. Et d'ailleurs, la richesse des nations commence ainsi. Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie. Et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail, ou acheté des autres nations avec ce produit. Donc logiquement, ce qui va intéresser Smith dans son œuvre, ce sont toutes les questions liées à la productivité par habitant, notamment la division du travail, qui occupe les 3 premiers chapitres de La richesse des nations. Alors Keynes, haut fonctionnaire et universitaire anglais du début du XXe siècle, est imprégné des idées classiques, mais son œuvre majeure, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publiée en 1936, marque une rupture. Qu'est-ce qui ne va pas dans la théorie classique selon Keynes ? Alors Keynes est très marqué par la crise de 1929, qui est une crise non pas de la production, mais une crise financière. Malgré une productivité réelle beaucoup plus élevée qu'à l'époque de Smith, il y a un chômage de masse aux États-Unis et une baisse de la production. Keynes fait le diagnostic que l'économie souffre provisoirement d'un manque de demande et que l'équilibre économique de court terme déprime le marché du travail. Dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, il écrit cela. Le seul fait qu'il existe une insuffisance de la demande effective peut arrêter et arrête souvent l'augmentation de l'emploi avant qu'il ait atteint son maximum. Bref, Keynes témoigne entre autres du rôle essentiel de la demande dans les crises économiques et apporte de nouvelles idées pour contrer ce qu'on appelle les chocs conjoncturels. La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie est connue pour être un livre particulièrement difficile à lire, aride. À son sujet, le prix Nobel Paul Samuelson est critique et s'exprime ainsi. C'est un livre mal écrit, mal construit, et tout profane attiré par la renommée de son auteur se fait escroquer de 5 shillings en achetant cet ouvrage plein de confusions et d'erreurs. Dans la théorie générale, le système keynésien ne se dégage que de façon floue, comme si son auteur était à peine conscient de son existence et instruit de ses propriétés. Des discours algébriques assommants sont émaillés de vues pénétrantes et d'intuitions profondes. Une définition maladroite donne soudain naissance à un passage inoubliable. Je ne crois pas trahir de secret en disant que personne d'autre à Cambridge ne savait de quoi il en retournait 12 à 18 mois après sa publication. En fait, jusqu'à ce qu'apparaissent les modèles mathématiques de Mead, Lang, Hicks et Harrod, on a tout lieu de croire que Keynes lui-même n'avait pas vraiment compris sa propre analyse. C'est très étonnant d'entendre une critique aussi vive pour un livre aussi fondateur. Quel est exactement le rôle des modèles mathématiques dont parle Samuelson et qui révèle le livre ? Comme le dit Samuelson, la théorie générale est difficile à interpréter. Mais plusieurs économistes vont en dégager les idées principales dans de petits modèles simples qui sont plus faciles à manipuler. C'est notamment le cas de John Hicks, qui développe le modèle ISLM, dans un article resté célèbre, Mr. Keynes and the Classics, A Suggested Interpretation. Donc en fait, le modèle ISLM est né dans un article de vulgarisation de la pensée de Keynes. Oui, alors,
C'est plutôt de la vulgarisation destinée aux spécialistes, puisque l'article est publié dans Econometrica, qui est une revue technique et très prestigieuse. Mais cette démarche va prendre de l'ampleur et donner naissance au courant dit néo-keynésien, qui va davantage s'appuyer sur les modèles. Alors, la pensée néo-keynésienne a un succès très important. L'économiste américain James Tobin ira même jusqu'à dire « Le modèle ISLM est l'outil de premier ressort. Si vous faites face à un problème d'interprétation économique, la première chose à faire est de se poser la question de comment ce problème se traduit dans le modèle ISLM. » Et c'est donc dans cette dynamique que Robert Mundell et Marcus Fleming proposent de prendre en compte les échanges internationaux en modélisant dans ISLM l'équilibre sur le marché des devises étrangères. Exactement. Alors en 1962, il propose le modèle ISLM-EE, qui aujourd'hui encore est utilisé pour faire une modélisation macroéconomique d'une économie ouverte. Ce modèle permet surtout de mettre en lumière une loi très importante sur les régimes de change, qui porte le nom de triangle d'incompatibilité de Mundell. En gros, cette loi dit qu'une économie qui veut contrôler sa masse monétaire, et également son taux de change avec le reste du monde, doit nécessairement contrôler les flux entrant et sortant de capitaux. Et nous reviendrons là-dessus beaucoup plus en détail. Ainsi, les idées keynésiennes continuent à influencer la pensée économique contemporaine. Par exemple, le courant dit nouveau keynésien, qui naît dans les années 80, cherche à refonder la pensée de Keynes sur des bases microéconomiques solides. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu viens de nous raconter, c'est que l'on se rend compte que ces modèles ont avant tout une visée pédagogique et pas tellement une visée prédictive. Et oui, ils ne peuvent pas servir à déterminer mathématiquement une politique économique optimale, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ils sont juste là pour formaliser des raisonnements qui prendraient plus de temps à écrire s'ils devaient l'être avec de longues phrases. C'est très important de bien comprendre qu'en pratique, personne ne fait d'application numérique sur la base de modèles aussi agrégés que ISLM. Donc en fait, on ne décrit pas tellement le système économique dans son ensemble, mais simplement les idées et les mécanismes qui ont été choisis par Hicks dans la pensée de Keynes pour le décrire. Comme l'écrit d'ailleurs Jacques Mistral dans La science de la richesse, le recours au langage mathématique constitue une garantie de précision dans les termes employés, de clarté quant aux hypothèses mises en œuvre et de cohérence dans la description des interdépendances. Faire preuve d'esprit scientifique ne signifie pas que l'on doit faire appel à une démarche axiomatique qui, transposée à l'étude de la vie économique, serait source de désillusion. Donc les modèles que l'on va voir n'ont pas vocation à être exhaustifs, ni exacts sur leurs affirmations économiques. Exactement. D'ailleurs, il y a plein de mécanismes que le modèle ISLM ne prend pas en compte. Par exemple, le modèle prévoit que le budget de l'État est illimité et n'affecte pas le comportement des agents. C'est-à-dire qu'il peut se financer à volonté sur les marchés financiers, mais également que les ménages n'anticipent pas les périodes d'austérité qui vont succéder aux périodes de dépenses publiques. On appelle cela la critique ricardienne. Mais plus grave encore, le modèle ne permet pas vraiment d'interpréter les chocs d'incertitude, comme l'épidémie de coronavirus, qui peuvent paralyser l'économie et bloquer l'investissement. On pourrait faire des milliers d'améliorations du modèle, qu'il y aurait toujours des phénomènes qui ne seraient pas pris en compte. Et on en verra beaucoup au fur et à mesure. Donc la vertu des modèles que l'on va voir, ce n'est pas qu'ils sont exacts, mais qu'ils sont simples, pédagogiques, et qu'ils permettent de dégager quelques grandes intuitions macroéconomiques. Alors nous avons vu le contexte intellectuel dans lequel apparaissent les modèles néo-keynésiens. Nous allons maintenant nous pencher plus précisément sur le modèle ISLM et sur la façon dont il est formalisé. Donc si tu avais une seule phrase, comment est-ce que tu décrirais le modèle de Hicks ? Le modèle ISLM cherche à relier entre elles des grandeurs macroéconomiques observables. C'est-à-dire observables. C'est-à-dire qui peuvent être mesurées, comme la consommation des ménages, comme les exportations, le taux de chômage, l'afflux des capitaux, le niveau de l'activité, la quantité de monnaie en circulation. Et comment on peut relier ces grandeurs entre elles ? Alors, premièrement, en réfléchissant au comportement des agents économiques, comme les entreprises ou les ménages. On comprend par exemple que lorsque le taux d'intérêt est bas, il est plus facile d'investir, donc l'investissement va augmenter. Cela permet d'établir des équations de comportement. Deuxièmement, tu peux faire des constats tout simples. Par exemple, tu peux décomposer le revenu des ménages en consommation, en épargne et en taxes. Cela permet d'obtenir des équations dites comptables. Et les modèles économiques se construisent souvent à partir des deux approches. Et donc je rappelle que le but de cette formulation mathématique, c'est seulement d'apporter la clarté, la concision, la précision au raisonnement. On tente seulement de représenter des faits réels. Donc par exemple, lorsque l'on dit que la consommation des ménages vaut C0 plus petit c y moins t, où y est le revenu des ménages, t les taxes qu'ils doivent payer,
on a en fait une modélisation claire et précise de la consommation. Mais à part notre idée préconçue que l'on peut avoir sur le comportement des ménages, sur quoi est-ce qu'on appuie ce genre d'équations de comportement? Alors bien souvent, on peut les appuyer sur des relations statistiques. Par exemple, ce graphique suggère bien que la consommation augmente proportionnellement avec le revenu disponible. Enfin, plus exactement de façon affine, puisque le décalage vertical entre les deux courbes t'indique qu'il y a une constante de différence, ce que l'on va appeler la consommation autonome. D'accord. Et j'imagine que c'est aussi valable pour les autres équations de comportement, par exemple pour les importations? Effectivement. Et on va considérer que les importations représentent une part à peu près constante du PIB. On le voit ici pour la France, pour les années 2014 à 2018. Et donc on va modéliser la valeur des importations par petit gamma fois niveau du PIB. Mais il n'y a pas un socle théorique un peu plus solide que cela? On se contente d'agréger ensemble les équations comptables et des équations de comportement, et ça fait un modèle d'économie? Non. Tu as raison, il y a un cadre théorique un peu plus subtil, qui d'ailleurs nous fait remonter au 19e siècle et à Léon Walras. Nous nous intéresserons en réalité à l'équilibre économique, c'est-à-dire l'état théorique dans lequel l'économie se trouve lorsque les différents marchés sont à l'équilibre. Oh là, alors là j'ai plein de questions. Déjà, qu'est-ce qu'un marché et quand est-ce qu'il est à l'équilibre et quand est-ce qu'ils sont tous à l'équilibre en même temps? Alors, il y a un marché à partir du moment où il y a un désir d'échanger des éléments qui ont une valeur, comme par exemple les biens, la monnaie, les titres ou encore les devises étrangères. Cela tombe bien dans le modèle de Monell-Fleming, puisqu'on considère justement qu'il y a 4 marchés qui doivent atteindre l'équilibre, ce que je viens de te nommer. Et on considère que l'un de ces marchés est à l'équilibre lorsque tous les échanges qui pouvaient ou voulaient être réalisés sur ce marché l'ont été. Autrement dit, dès lors que l'offre sur ce marché est égale à la demande. Et en pratique, l'équilibre est favorisé par les institutions financières et commerciales qui stimulent les échanges. Donc par exemple, le marché de la monnaie est à l'équilibre lorsque l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, dans le cas de la monnaie, que tout le monde est satisfait par la quantité de monnaie qu'il a dans son portefeuille. Que personne n'est prêt à échanger de la liquidité contre des biens, ou contre des titres, ou contre des devises étrangères. Dans le cas de la monnaie, l'offre agrégée est simplement la quantité totale de monnaie en circulation. C'est donc la demande qui s'adapte à l'offre en faisant varier le prix des titres, le taux de change réel, ou bien la production. Et si je prends un autre exemple, le marché des titres, ce marché est à l'équilibre lorsque l'offre de titres, donc les dettes émises par l'État ou les entreprises pour financer leurs investissements, est égale à la demande de titres, c'est-à-dire l'épargne des ménages. Exactement. Alors, dans le modèle ISLM, le marché des titres n'est pas clairement explicité. En fait, Walras a remarqué que dans une économie de n marchés, si n-1 marchés sont en équilibre, alors le nème est également en équilibre. Autrement dit, si on écrit l'équilibre sur le marché des biens, de la monnaie et des devises, on n'a plus vraiment besoin d'écrire une équation d'équilibre pour le marché des titres. Ce serait redondant. Alors je comprends mieux la notion théorique d'équilibre économique général, mais du coup, quand l'économie n'est pas à l'équilibre, comment évolue-t-elle pour atteindre l'équilibre? Le modèle ISLM-EE postule que les marchés s'équilibrent grâce aux variables endogènes qui font varier le coût d'opportunité de détention des biens, des titres, de la monnaie et de devises. L'offre et la demande de monnaie sont équilibrées par le taux d'intérêt réel. L'offre et la demande de devises sont équilibrées par le taux de change réel. Et enfin, pour les biens et services, on pourrait penser que l'offre et la demande s'équilibrent par la variation du prix, mais le raisonnement de Keynes se fait plutôt à court terme, c'est-à-dire lorsque les prix restent fixes. C'est donc les volumes de biens et services produits, c'est-à-dire la production, qui s'ajustent pour satisfaire la demande de biens et services. Et donc ce sont 3 variables, la production, le taux d'intérêt réel, le taux de change réel, qui vont équilibrer les marchés, et donc les 3 équations ISLM-EE sont là pour donner les conditions sous lesquelles tous les marchés sont à l'équilibre. Exactement. Ce n'est pas complètement un hasard d'ailleurs. Le modèle ISLM-EE tombe dans le cadre mathématique facile, bien connu, des systèmes linéaires à 3 équations et 3 inconnus. Alors pour toute la suite, nous noterons les inconnus, les variables du modèle, en couleur, tandis que les autres grandeurs, les paramètres exogènes du modèle, seront écrites en noir. Ce qui va nous intéresser sur les variables, c'est d'étudier la façon dont elles varient lorsque l'environnement économique change pour des raisons extérieures, c'est-à-dire lorsque des valeurs exogènes sont affectées. On parle d'un déplacement de l'équilibre économique.
Ce que tu veux dire, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tellement les valeurs de Y, R et Q à l'équilibre, mais plutôt de déterminer si elles augmentent ou diminuent pour que l'équilibre s'établisse. Tout à fait. Par exemple, on va se demander comment réagit la production lorsqu'il y a un choc de dépenses publiques G, par exemple lors d'une relance budgétaire, ou bien lorsqu'il y a un choc sur la quantité de monnaie en circulation M, par exemple lors d'une relance monétaire, ou encore lorsqu'il y a un choc sur l'ouverture à l'international, sur la consommation autonome, sur la préférence pour la liquidité. Pour chacun de ces chocs, on va s'intéresser au déplacement de l'équilibre. Et maintenant, je peux te demander un petit résumé ? Alors, modéliser l'économie est difficile et sujet à controverse. Il existe beaucoup de courants de pensée qui ont chacun des hypothèses et des résultats différents. En fait, le fait même de modéliser pose question. Le modèle néo-keynésien donc de Mundell-Fleming donne des intuitions pour comprendre l'impact des chocs macroéconomiques. Il est fondé sur un cadre théorique qui suppose l'équilibre de 4 marchés, celui des biens et services, celui de la monnaie, celui des titres et celui des devises étrangères. Merci beaucoup, Raphaël. À bientôt.